vous êtes à la fois un scientifique et vous avez exercé pendant des années de hautes fonctions dans la maison d'Assaut. C'est bien cela, les établissements d'Assaut. Mais vous vous êtes aussi intéressé... S'il vous plaît. Ah, on l'entend, non? On vous entend. Mais vous avez aussi, vous vous êtes beaucoup intéressé aux traditions orales, au peuple de tradition orale, à la transmission, en particulier en Orient, ou au Moyen-Orient, c'est bien cela. Je vois que vous êtes un des animateurs de ECHO, cette association qui se penche sur ces questions. Donc maintenant, c'est un peu la question de confiance finale qui est posée, considération sur les limites de la science actuelle. Nous avons plusieurs fois au cours de ces journées buté contre les extrémités, les bornes et les frontières, les limites de ce que l'homme moderne pense maîtriser, connaître, savoir, pouvoir. Et nous vous laissons tout de suite la parole, en espérant que la technique actuelle... Bon, bonsoir. Ce dont je vais essayer de vous parler, c'est un petit peu une espèce d'état de l'art, mais je ne peux le faire que de façon très courte, hein, des limites de la science, de façon à ce que vous ayez mis un point de vue scientiste, c'est-à-dire une vision de une science qui va répondre à toutes les questions, mais une vision de refus, de rationalité, en croyant que beaucoup de choses ne peuvent pas être atteintes par la raison, et en particulier ne peuvent pas aider à avoir une meilleure vision chrétienne de notre présence en monde. Voilà. Je vous fais signe, d'accord. Alors, voilà un peu comment je vais organiser. Je vais d'abord dire ce que c'est qu'une vision chrétienne et vous l'accrocher assez fortement à la vision chrétienne actuelle, celle qui nous est demandée, en fait, pas seulement par les chrétiens, mais à ceux qui sont de l'extérieur, qui sont confrontés à la complexité du monde. Et c'est un paradigme qui petit à petit a envahi l'ensemble du champ, disons, des médias, y compris, parce que ça a un fondement très profond dans la complexité du monde. Voilà. Et nous avons l'habitude de voir cette complexité du monde comme une richesse, qui est un don de Dieu, du don de Dieu dans la création, mais c'est au contraire quelque chose qui gêne beaucoup une approche purement laïque. Et puis, le deuxième problème, c'est comment nous pouvons provoquer des non-chrétiens à comprendre que de toute façon, l'approche scientifique est une approche nécessaire, l'approche rationnelle est une approche nécessaire. Benoît XVI nous a beaucoup encouragés sur cette voie, heureusement, parce que les chrétiens avaient un peu tendance à croire que la science était autre chose. Voilà. Et puis aussi, sans bien comprendre en quoi l'effort de recherche des scientifiques est un effort de recherche naturel et qui rencontre des difficultés de plus en plus grandes à cause surtout de la complexité, mais qui basiquement a tout autant de questions fondamentales à se poser. Donc on va commencer par regarder quelque chose qui est un petit élément sur la complexité. J'en parlerai souvent de cette histoire de complexité parce que très souvent c'est comme ça que se pose dans la presse, dans les conférences de l'Académie des sciences, dans des gens ordinaires, le problème du monde. Le monde est extrêmement complexe, le maximum de complexité étant la présence de l'homme au milieu de ce monde complexe. Et puis le fait que les gens n'ont presque plus cette relation de pure admiration qui faisait partie du monde paysan, qui est le nôtre, hein, basiquement, tous nos grands-parents, 90%
de la Révolution française étaient formés de gens installés dans leur pays, qui voyaient régulièrement le ciel étoilé, la voûte du ciel, qui voyaient régulièrement les fourmis, et qui étaient donc capables d'avoir une relation très particulière à la nature, qui est une relation d'amitié, de chaleur commune dans ce qui est sur la vie sur Terre. Alors maintenant, on n'est plus dans ces conditions-là, on sait qu'il y a des dizaines de millions de galaxies, qu'il y a des dizaines de milliers de milliards d'étoiles, que c'est énorme, que tout ça c'est un truc énorme, que nous sommes envahis maintenant grâce aux milliards d'hommes par des milliards de signaux qui nous arrivent par Internet, etc. Et donc nous sommes dans un monde qui n'est plus un petit monde du clocher du village, mais qui est devenu un monde énormément compliqué. Voilà. C'est certain aussi qu'on aurait attendu que devant beaucoup d'éléments qui sont donnés et sur la nature et sur la science, que les gens cessent d'être naïfs au niveau du scientisme. Eh bien non. Eh bien non. C'est-à-dire qu'on continue à voir actuellement des gens qui croient naïvement que c'est tout simple, la médecine dans 10 ans va vous assurer un prolongement de vie de 20, 10, 30, 40 ans, voilà, des choses comme ça, ou que si vous donnez de l'argent à telle fondation, alors là on va résoudre tel problème médical, tel problème humain, tel machin, etc. C'est quand même, ça fait partie d'une naïveté qu'on aurait pu penser s'effondrer dans le monde actuel et qui ne s'effondre pas du tout. Alors, là, je vais parler un petit peu d'une publication assez récente au niveau scientifique, parce que on est toujours en train de parler du problème de Descartes, et on n'a pas bien vu deux choses. La première, c'est que Descartes n'est pas un très bon scientifique, c'est-à-dire que ses lois de la réflexion ne sont pas bonnes, hein, tout simplement pas bonnes du tout. Donc il n'a pas été bon comme scientifique. Pascal, lui, a été un grand scientifique et aussi un grand philosophe. Et personne à peu près ne connaît Cordemoy, alors que Cordemoy est un disciple critique de Descartes. Et c'est lui qui va le premier poser la question majeure à Descartes, qui va lui dire: vous êtes naïf, hein, toujours pour la naïveté, vous êtes naïf, vous croyez que les équations vont vous permettre d'avoir une saisie du monde complète. Et on va tout de suite voir que ce n'est pas vrai, parce que je vais vous donner un petit exemple de rationalité tout simple. Vous avez des modèles les plus simples possibles qui sont linéaires, donc on prend une droite, et une droite ça va à l'infini. Mais le monde est créé, donc si le monde est créé, il ne va pas à l'infini. Donc votre modèle mathématique ne marche pas, puisqu'il comprend un infini qui n'existe pas dans la réalité, hein, puisque c'est un monde créé. De la même façon, vous dites que dans ce qui est de les petites dimensions, vous allez pouvoir descendre et continuer à faire des modèles indéfinis, mathématiques. Alors ces modèles indéfinis vont aller vers le zéro, dans 1 sur l'infini, si vous voulez, dans l'autre sens. Et ça va vous donner une approche de toutes petites choses. Et la réponse est non, puisque c'est créé, c'est borné. Et donc, il y a forcément des êtres bornés. On va appeler ça les petites choses. Hein. Il y aura une grande discussion entre Descartes et Cordemoy, dont vous pouvez entendre la voix dans Molière. Et donc, il y a des petits éléments, des petites choses, des petits atomes. Et ça, ces petits atomes, on les trouvera forcément. Et ils iront, plus ils seront petits, plus ils seront rapides, parce que s'ils seront plus légers, plus faciles. Et donc, le modèle en est la lumière auquel vous êtes intéressé. Donc voilà, il y avait donc une présentation, et ça va avoir comme c'est limite, ça va avoir des propriétés spéciales. Bon, Cordemoy annonce la théorie quantique, donc en plein XVIIe siècle. Contre Descartes, qui lui croit qu'il y a des modèles mathématiques qui vont continuer vers l'infini et vers le temps. Voilà. Donc ça, il faut que vous sachiez ça. En fait, il y a eu une forte rupture dans le monde des Lumières qui a détruit cette approche qui était en train de se mettre en place. Hein, c'est pour ça que j'aime bien appeler le siècle des Lumières le siècle des loupiotes, parce que c'est vrai qu'au niveau scientifique, c'est un grand recul. C'est un énorme recul, mais si au point de vue philosophique c'est un grand recul, au point de vue scientifique c'est un grand recul.
Et ça va se traduire par le fait que beaucoup de savants vont disparaître sous le coup près de la guillotine, simplement parce qu'ils ont été, je ne sais pas quoi, en charge de l'impôt général, ils ont été ceci ou cela, etc., alors qu'ils avaient de superbes cabinets physiques dans lesquels ils étaient en train de faire avancer la science. Alors, il y a des limites essentielles qui sont le produit du XXe siècle, c'est les deux théorèmes de base, enfin un théorème sur les mathématiques et une logique de vérification expérimentale. Le théorème de la logique de Gödel est très simple, si je vous le résume, vous comprenez bien de quoi il s'agit. La logique est un ensemble de successions linéaires de raisonnement. Les mathématiques sont un cas de raisonnement linéaire. Je vous signale à titre indicatif que mathématiques, ce n'est pas un terme grec, hein, c'est un terme araméen qui vient de math, faire advenir. Donc math, ça veut dire une succession de raisonnements qui font advenir une conclusion. Hein. Les mathématiques, c'est ça. Alors, donc, justement, c'est la même chose, c'est ce que dit le théorème de Gödel. Il dit, bien à ce moment-là, je vais afficher une correspondance avec une suite de nombres. Et je vais attacher un ordre, tout simplement. Donc je vais numéroter les éléments de votre démonstration et je vais vous poser une question, où est le 0 de votre démonstration? C'est-à-dire, j'ai mis en numéro 1 votre départ, mais forcément pour que le 1 existe, il faut qu'il y ait un 0 qui soit avant. Quel est le 0 de votre démonstration? Et ça, c'est le théorème de Gödel. Alors, il est extrêmement puissant parce qu'il permet de poser des éléments sur les présupposés qu'on ne se posait jamais avant, en particulier en sciences. Alors le deuxième, c'est un théorème de falsification, c'est-à-dire les faits peuvent être falsifiés si on renonce à les regarder comme des faits et si on les prend à partir d'un modèle. Si j'ai un modèle et que je prends le modèle comme élément de base, je ne remonte pas aux faits, donc c'est lié au théorème de Gödel, je ne remonte pas aux faits, et donc à un moment donné, je vais forcément me planter dans la succession logique, puisque je ne connais même pas l'écart entre le 0 et le 1, comment puis-je avoir les écarts successifs qui sont derrière? Alors, actuellement, on a fait un grand effort en payant de la physique fondamentale. Alors, les gens se plaignent toujours qu'il n'y a pas d'argent en physique fondamentale, c'est pas vrai. Le CERN à Genève, c'est quand même assez coûteux. Hein. Ça donne un boson de Higgs, mais le coût du boson de Higgs est quand même assez élevé. Hein. Les ondes de gravité dont on est en train de parler, ça correspond à des investissements aussi extrêmement lourds, extrêmement chers. Hein. Donc voilà. Donc ces éléments-là, le boson de Higgs, c'est une façon aussi de descendre vers quelles sont les particules fondamentales. C'est donc l'approche de Cordemois, si vous voulez, avec une logique derrière qu'on peut essayer d'attribuer. Normalement, vous pensez aussi qu'il y a une logique binaire derrière, c'est pas si simple, il y a une logique quaternaire, comme ce qui était dit là par Jean-François. Bon, et on peut aussi s'intéresser aux ondes de gravité, et en biologie sur ce genre de choses. En général, tout ça, on le met sous le tapis, c'est-à-dire qu'au moment où les gens font des journaux et parlent de l'état de la science, on oublie de dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont tombées l'année précédente ou les années précédentes lors d'une confrontation avec les présupposés ou lors d'une confrontation avec un modèle qui n'était pas assez basé sur l'expérience. C'est l'exemple classique, c'est les modèles de Touba qui manquent cruellement d'éléments de recoupement d'expérimentaux, surtout sur les problèmes d'interaction entre l'eau et l'océan et l'atmosphère. Voilà. Alors, il y a trois complexités, et puis une qui n'est pas de la complexité, qui est de la complication. Les gens de Lumière ont cru intelligent de parler finalement de Dieu comme une horloge, une grande horloge. Ça, c'était dans le schéma qu'on a vu, là, des gens qui mettaient une métaphysique de la création, tout est défini à l'avance, et puis bien entendu, il y a un grand horloger qui a mis en place les engrenages. Ça, c'est pas de la complexité. C'est de la complication, c'est-à-dire qu'on peut faire une horloge astronomique avec 100 000 petits engrenages, des petits trous qui tournent dans tous les sens, pour représenter à peu près les phases de la Lune, les phases de Neptune, les phases, etc. Mais ça, c'est une fois qu'on a mis en route ce processus-là, ce n'est pas de la complexité. Pourquoi ce n'est pas de la complexité? C'est parce qu'il y a la chaîne logique du type de théorème de Gödel. Cette chaîne logique vous permet de trouver un équivalent mécanique, d'où les idées des mécanismes, d'où les idées
toujours un peu scientiste, de je vais maîtriser, puisque c'est une série que je mets en route. Alors, en fait, la complexité s'attachait aux exponentielles, c'est-à-dire c'est essentiellement quand le processus auquel on s'intéresse réagit sur lui-même ou réagit sur son environnement et provoque des effets dont les résultats seront eux-mêmes la source de nouveaux effets, et donc la multiplication se met en route par une succession d'effets. Et donc ce n'est plus une chaîne linéaire, c'est une chaîne de progression qu'on peut dire en exposant, si vous voulez, donc on fait 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4, voilà. Et on sent très bien que la maîtrise des choses s'arrête assez vite. C'est-à-dire, vous avez chez vous 10 livres, 100 livres, 1000 livres, mais si il faut que vous ayez 10 000 livres chez vous, ça commence à être un problème. Et puis 100 000 livres, vous n'aurez pas la science du monde en ayant 100 000 livres. Et d'ailleurs, Socrate avait déjà prévu les choses, il avait dit attention, quand l'écrit et les éléments de support d'information et de connaissance vont se développer, on va perdre en même temps. C'est une très belle expression de Socrate. On va perdre en même temps la vision globale en soi. Et on ne l'aura plus que par délégation en fouillant dans une série. Et en faisant ça, donc on va perdre la possibilité de faire une synthèse honnête et complète des choses. Voilà, c'est l'état où on en est souvent avec l'accès par Internet à des millions de données. Donc ça c'est la complexité exponentielle. Alors il y a un deuxième niveau de complexité exponentielle qui est beaucoup plus important. C'est quand il s'agit d'un système qui lui-même est contrôlé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système contrôlé? C'est un système dans lequel on donne une consigne pour tenir quelque chose. Par exemple, chez vous, en ce moment, c'est l'hiver, donc vous avez une petite boîte là, qui vous permet de maintenir une température en faisant marcher votre chauffage central. Bon, voilà. Alors, initialement, ça vous paraît tout simple, ce truc-là. En fait, c'est rapidement compliqué. Est-ce que vous savez, par exemple, que la petite boîte qui vous est obligé, pour ne pas le mettre en route inopinément, d'avoir des éléments intérieurs un peu compliqués pour prendre de la marge. Par exemple, si vous ouvrez une porte qui est à côté de l'endroit où est le capteur, eh bien, ça va normalement mettre en route le chauffage central parce que ça va être froid, il y aura un petit peu d'air froid. Donc il faut mettre un temporisateur. Puis quand vous avez mis un temporisateur, vous avez envie de savoir si vous le faites sur toute la nuit, sur une partie du jour, de la nuit, etc. Donc vous rajoutez des choses. Et au lieu de faire une horloge, vous faites un système qui est un système contrôlé et qui lui-même est fragile. Et vous allez découvrir à ce moment-là que tous les éléments de biologie sont à base de systèmes comme ça contrôlés. Et donc il y a une naïveté absolument extraordinaire dans l'évolution de croire que par hasard, on peut faire tomber en marche un système. Alors si vous avez eu à réparer un système un peu plus compliqué, enfin comme votre système de chauffage central, vous aurez vu très vite que ça ne marche, parce que c'est pas facile à faire marcher, et que d'ailleurs il a fallu un certain temps en usine pour les régler pour que ça marche. Voilà. Donc quand on tombe dans ce type de complexité liée à des contrôles, on tombe dans un monde beaucoup plus difficile à contrôler parce que travailler sur le système qui comprend ces boucles ne vous donne pas une compréhension immédiate de comment fonctionnent les boucles. De la même façon, vous ouvrez votre ordinateur, je le viens devant moi, et si je défile les instructions en 0 et en 1 devant les choses, je ne vois vraiment pas comment, à partir de ces 0 et 1, je peux avoir une idée de comment a été conçu le programme de mon ordinateur. Donc là, il va y avoir un très gros problème en science, c'est que si on refuse certaines choses au niveau des présupposés, on va se condamner à des parcours très compliqués. Donc par exemple, quand on parle d'évolution, et j'ai horreur de ce mot-là, en fait, il s'agit d'une dérivation de l'ensemble des vivants qui sont faits d'une façon qui est un arbre assez très compliqué, c'est pas une dérivation générale, c'est un arbre un peu compliqué qu'on peut reconstituer, en particulier c'est un arbre à partir de l'ADN. Et ça a été une grande surprise pour les gens qui classaient des os, de voir qu'on pouvait sortir ça à partir de l'ADN. Donc on peut faire ces analyses. Et là, il y a une grande naïveté de croire que si on ne se dit pas que ça vient d'un projet, on ne fait pas la lecture à partir de comment ça a été composé, mais à partir du fait que je regarde comment sont les choses. Et donc je vais essayer de remonter vers la complexité du système sans savoir qu'il a été fait du haut en bas.
sans savoir qu'il y a eu un bureau d'études qui l'a fait du haut en bas, et qu'il a des règles et qu'il a des façons de procéder. Et donc la plupart, par exemple, des articles que vous avez en ce moment, des recherches qui sont en biologie, refusent obstinément d'imaginer que ça puisse avoir été conçu à partir d'objectifs, etc. Et l'approche fonctionnelle est toujours méprisée par rapport à une approche qui serait bottom-up, si vous voulez. Voilà. Et donc ça, c'est un deuxième type de complexité. Enfin, il y a une troisième complexité qui est tout à fait évidente, c'est dès que vous mettez un homme dans la boucle, alors là, une femme, ça peut être encore pire, parce que les femmes sont très intuitives, et donc la rationalité directe va être en conflit avec une rationalité globale qui est souvent plus efficace dans ces cas-là. Voilà. Et donc, vous avez un troisième niveau de complexité. Donc ça, c'est contre ça que se battent régulièrement les scientifiques sans tellement s'en rendre compte. Alors, je vais vous donner, je passe à deux exemples alors que je voudrais essayer d'entrer, dans lesquels je voudrais entrer de façon plus importante, vous compreniez comment ce système-là arrive tout naturellement à découvrir très tardivement des problèmes fondamentaux. Alors le premier exemple qui est le plus évident, c'est les masses manquantes dans l'univers. Vous savez que ça n'a été découvert que depuis moins d'une dizaine d'années. C'est des produits de la simulation, c'est-à-dire que bien entendu on a voulu mettre de la logique dans la compréhension de l'univers, donc on a fait des équations qui représentaient les mouvements des astres, après les mouvements des particules qui font l'accrétion pour fabriquer la Terre, et ainsi de suite. Donc on a fait tous ces petits programmes, et puis en même temps on a essayé de simuler la place des galaxies qui sont en train de se déplacer les unes par rapport aux autres, des mouvements relatifs. Et là, à ce moment-là, on est tombé sur un gros problème, c'est que tout près ça marchait bien, et plus on était loin, et plus ça marchait, et moins ça marchait. C'est-à-dire qu'il était évident que les déplacements des galaxies entre elles ne résultaient de masses qu'on n'avait pas. Alors on a fait le calcul de ces masses qu'on n'avait pas, et on a mis beaucoup de temps à finir par comprendre que ce n'étaient pas des masses qui étaient concentrés, parce qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait des trous noirs très denses, voilà, et que c'est ces trous noirs qui faisaient qu'on ne précisait pas les promenades des galaxies. Et puis à la fin, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas des éléments concentrés, que c'était un élément réparti. Donc maintenant, on a cette espèce l'idée d'une masse grise. Maintenant, on évite de dire noir parce qu'on pense qu'on a commencé à comprendre un peu, donc elle n'est pas encore blanche, mais elle est grise. Et donc on sait, alors en plus, on a cru à un moment donné que c'était très facile. Je vais en reparler tout de suite après. Voilà. Alors, ça, c'est lié au fait que la science a basculé dans les modèles, ce qui est un grand progrès. Parce qu'avant, nous avions un système dit de lois. Ça, c'est très Descartes, c'est très Newton, etc. C'est ces lois. Hein, c'est très horlogerie, si vous voulez, d'une certaine façon. Et ça, ces lois, c'était quand même pas une bonne représentation de la réalité, parce que vous voyez bien que la mathématique qui est derrière, comme Cordova le faisait gentiment remarquer à Descartes, elle n'est pas adaptée. Vers les bouts, ça ne va pas marcher, vers les limites, ça ne va pas marcher, ni vers le petit, ni vers le grand. Et donc, au lieu d'appliquer des lois, il était plus astucieux de faire des simulations et de faire tourner ces simulations pour vérifier qu'on avait compris. Hein. Donc, de simuler... alors, je donne un petit exemple pour que vous compreniez le problème. Vous regardez la façon dont Newton essaye de comprendre le problème de l'attraction de la Terre. C'est quand même difficile parce que tout enfant comprend très vite que tout élément qui touche un autre le déplace. Ses parents déplacent les choses, lui-même apprend à déplacer les choses, donc il y a une possibilité de déplacer des choses par contact et en poussant. Hein. Et là, c'est un truc à l'envers qui est attirer. Attirer, c'est pas du tout naturel. Dans l'environnement normal, vous n'avez pas d'attraction. C'est seulement quand les gens ont commencé à faire un peu du magnétisme qu'ils ont vu apparaître des problèmes d'attraction. Et donc, au temps de Newton, il n'y a pas de magnétisme. Donc, le raisonnement est quand même compliqué. Mais vous allez comprendre d'où vient le raisonnement de Newton, et il le dit lui-même. Si jamais c'était des choses bizarres qui étaient telles comme des balles que j'envoie, mais qui, en fait, lors du choc, ferait l'inverse, toucherait l'inverse de l'objet, toucherait de l'autre côté, ça ramènerait. Et à ce moment-là, plus je vais être loin, plus
les émissions de balles vont être inefficaces parce qu'elles vont se répartir dans l'espace. D'où une loi en 1 sur R2, c'est tout évident. C'est comme ça qu'on calcule la loi 1 sur R2. Et donc s'il y a derrière une idée qu'il continue à avoir des petits corps, hein, là, je dirais le corps de bras a gagné, il y a bien des petits corps derrière, mais là c'est quand même des petits corps bizarres parce qu'ils ne cognent pas mais ils attirent. Voilà. Alors après, on s'est rassuré, on a dit non, mais attendez, c'est pas si simple, tout ça c'est mathématique, on peut définir en plus et en moins, et puis voilà, on définit un champ d'attraction, voilà, après il y a un champ d'attraction, puis après tout allait très bien, on a continué, voilà. Donc voilà, on peut être pris dans le système en question. Je vous donne un autre petit exemple, si je regarde comment on fait des simulations du monde réel, pour faire votre voiture, on fait pour ne pas casser des voitures systématiquement, on fait des calculs pour casser les voitures par calcul, et ça s'appelle un crash test. Maintenant on est entre 10 et 100 millions de degrés de liberté, c'est quand même un truc sérieux, et ça vous permet au passage d'avoir les vibrations de toutes les bouts, et donc de faire des voitures plus silencieuses. Ça c'est intéressant. Donc voilà, donc c'est intéressant, mais vous n'irez pas indéfiniment, vous ne ferez pas avec ça la saisie du petit gris-gris que vous entendez, qui est à quelque chose comme beaucoup trop de hertz sur des petits trucs beaucoup trop petits pour que vous puissiez le simuler. Donc là, vous êtes en face de la complexité exponentielle. Alors, revenons à notre masse manquante. Alors, l'idée au début, c'est de dire, bon, c'est très simple, à ce moment-là, dans le vide, il n'y a pas du vide, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est forcément des corps. C'est donc des systèmes baryoniques, c'est-à-dire qui ont de la masse, hein, mais qui n'ont pas d'effet électrique. Donc voilà, donc ça doit être des protons. Mais si ça avait été des protons, à partir d'un certain nombre de calculs de simulation, on s'est aperçu que ça n'aurait jamais marché, et donc ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas des protons, et donc c'est pour ça que la masse est devenue noire, et puis après maintenant elle est devenue grise, parce qu'on s'est aperçu qu'elle était répartie. Donc elle pose un problème sur le vide. C'est un problème agaçant, parce que qu'est-ce que le vide? Le vide qui est dans cette salle, c'est pas un vide, parce que c'est rempli de petites particules d'oxygène, d'hydrogène, d'azote, etc., qui sont en pleine en train de se balader, et puis la lumière passe à travers, donc ça vous apercevez pas qu'il y a beaucoup de choses, mais vous en apercevez parce que vous respirez quand même, et vous avez l'oxygène. Voilà. Donc, alors, en fait, ça n'empêche pas de faire des calculs très précis, parce que quand on fait les calculs de votre voisinage, en prenant une centaine de galaxies autour de vous, on peut voir qu'elles sont groupées soit suivant des espèces de filaments, soit sur des parois, et en général, ça limite des espèces de petits domaines, dans lesquels on peut chercher comment se déplacent des choses comme des astéroïdes, comme des comètes, des choses comme ça. Donc on peut faire un sous-ensemble, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a une énorme complexité immense, et on fait des petits sous-ensembles dans lesquels ça marche. Hein. Ça s'appelle faire des sous-domaines, et on fait des sous-domaines en calcul. Voilà. Alors, donc là, au moins, ça a permis de savoir que ce n'était pas un problème de sous-domaine rempli par quelque chose, et bien c'était, on ne sait pas. Voilà. Et on ne sait toujours pas. Alors ensuite, on s'est posé un problème analogue, ce problème du Big Bang. Hein, et on va regarder la planche d'après. Il faut que vous sachiez quand même que dans le Big Bang, en dehors des idées du chaman de Lemaitre, c'est quand même un truc assez raisonnable parce que y a tout un bout où on voit à peu près comment l'univers est en train de s'étendre, de choses, et ça, la simulation marche assez bien. C'est-à-dire on peut transformer la vision de l'univers qu'on a avec les télescopes en une vision dynamique, hein, puisqu'on est en train de faire les trajectoires des petites galaxies, et on peut remonter ça, enfin on remonte en fonction du temps avant. Ça c'est beaucoup plus facile que de remonter le climat, hein, parce que le climat c'est une complexité beaucoup plus grande, et puis il y a des boucles de circulation de température dans l'eau de mer, dans la glace, etc. Bon, voilà. Et alors je vous ai mis là juste sur ce petit truc pour dire, voilà, il y a quand même un bout qui est entre ça qu'on sait bien calculer. Et puis, ce qu'on sait aussi bien calculer, c'est supposer qu'à 10-43, vous mettiez toute l'énergie de l'univers et que vous la laissiez se développer, ben, elle va effectivement s'étendre, elle va créer un espace-temps qui est une bulle d'espace-temps. Et ça, le début, on voit à peu près comment ça marche.
Et puis après, on ne voit plus. On ne voit plus parce que pour que ça fasse des filaments derrière, ça ne peut pas se développer de façon sphérique, puisqu'il faut que ça soit marqué, puisque vous voyez bien qu'on ne peut pas passer de quelque chose de continu qui est en train de s'étendre à quelque chose qui fabrique des lignes de petites galaxies, des parois de galaxies, des sous-ensembles de galaxies, etc., comme on les fait. Et à l'intérieur des galaxies, on peut monter de la même façon qu'on a des sous-ensembles de planètes, de machins, etc. Donc ces ensembles-là, il faut que quelque part en amont, ça soit quelque chose où il y a une petite différence très très faible. 10-35. Ouh là là. 10-35. Une petite truc de 10-35, puisque ça grandit beaucoup. Donc il faut bien qu'il y ait des paquets de déconstruction qui se baladent. Et donc, vous avez derrière ça quelque chose qui est agaçant, c'est-à-dire qu'il va falloir que ça soit marqué à un moment donné, et marqué de façon linéaire. Alors là, on a eu de la chance, parce que, effectivement, quelque part au milieu de ça, c'est un petit peu le fond d'univers émetteur, que j'ai mis avec un moment là, en choisissant comme base de mon raisonnement quelque chose qui est autour de 10 moins, je ne sais pas quoi, voilà, c'est entre 10 moins 35 et 10 puissance 0, c'est-à-dire quelques centimètres, c'est quelques centimètres pour l'univers. À cet endroit-là, il faut que ce système soit marqué par des effets qui sont à 10 moins 35. Et là, on a la chance d'avoir une vision du fond de l'univers qu'on sait maintenant recevoir, et on voit effectivement des choses, et on voit que c'est irrégulier. Ah, ouf! Et l'irrégularité qu'on a explique, ouf, fabuleux, explique les petits groupes d'univers, avec les petits groupes de galaxies, d'un millier de galaxies qui forment des sous-ensembles. Donc ça, c'est fabuleux parce que, mais entre ça et avant, on n'a strictement rien. Parce que les équations de ça prolongées ne marchent pas, et les équations dans le sens ne marchent pas. Donc on n'a rien. Et il y a les gens qui proposent régulièrement des choses, mais ça ne marche pas. Parce que vous voyez que là, c'est un truc qui est typiquement borné, c'est une petite zone bornée, comme l'histoire des masses manquantes, hein, c'est une petite zone bornée. Dans cette petite zone bornée, il faudrait avoir un raccordement. Et ça, mathématiquement, c'est pas facile à trouver. Et donc, on ne sait pas. Voilà. Alors, on avance. Alors là, je vais rentrer avec quelque chose, ça c'était dans les grandes dimensions, on va rentrer dans les petites maintenant, et on va s'intéresser au problème de la violation de l'inégalité de Bell, et au nouveau test de Bancal, qui est un chercheur de l'Université de Genève. Vous ne connaissez sûrement pas, donc peut-être que vous entendrez parler dans 5 ou 10 ans du test de Bancal. Alors, l'inégalité de Bell, c'est la chose suivante, c'est si il y a un monde tel que le définisse le système einsteinien, c'est-à-dire un monde qui s'arrange pour que quand des corps sont en relation, leur relation ne peut pas se faire à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, et de la même façon, l'espace même dans lequel ils sont est courbé en espace-temps par cette distance-là. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une norme dans l'univers qui s'appelle la vitesse de la lumière. On ne sait pas par rapport à quoi d'ailleurs, mais on peut dire que c'est par rapport, si je considère deux particules, c'est par rapport à ces deux particules. Donc on prend une espèce de repère par rapport à ces deux particules, et on mesure quelque chose, et si on mesure quelque chose, ça donne une vitesse, et cette vitesse, on sait qu'elle ne dépassera pas la vitesse de la lumière. Bon. Alors voilà, donc ça, et avec ça on peut construire quelque chose qui a un énorme avantage, c'est qu'elle fait unir l'équation de Maxwell et l'équation normale dérivée de Newton, de la mécanique classique. Donc c'est-à-dire qu'on a fait du magnétisme et de l'effet qu'on pourrait appeler l'effet de mécanique classique avec attraction newtonienne, on a fait un ensemble qui est une relation unique, et merci Einstein, et merci Poincaré, etc. Et donc, avec ça, on a un outil mathématique qui, bien entendu, ne marche pas aux limites, hein, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'on ne peut pas aller à l'infini, mais ça reboucle, ça fait des bulles, donc ça marche quand même à peu près. Et donc, on a ça. Mais, dans ce schéma-là, on a un critère qui est facile à vérifier, c'est-à-dire qu'on peut vérifier que toute mesure de transmission de quelque chose, que ce soit des chocs par choc successifs, comme là, ce que je vous parle, c'est je fais un choc successif de molécules qui vont vous transmettre des ondes sonores, et ça, bon, ça va arriver jusqu'à vous. Bon, donc, dans ce schéma-là,
il y a une façon de vérifier globale, qu'on appelle donc l'inégalité de Bell, qui permet de vérifier que vous êtes dans un champ cohérent avec les équations d'Einstein. Mais malheureusement, c'est désolant, mais il y a des trucs qui violent l'inégalité de Bell. C'est complètement désolant, donc on va s'y intéresser un petit peu. Voilà. Alors ça, c'est l'état actuel de la science, et je vous ai expliqué comment ça se présente. Donc regardez là, je planche de près. Alors supposez que là, sur la gauche, j'ai une particule, c'est ce que vous voulez, hein, c'est pas un atome, mettons je sais pas quoi, un petit corps moléculaire ayant 10 ou 20, 30 masses moléculaires, voilà. Et une masse atomique, donc j'envoie paf, un jet de laser dessus et j'y transmets de l'énergie. Et cette énergie ne va pas rester dans la particule, elle va repartir en lumière. Et si je m'arrange, si je fais bien les choses, si je sais bien organiser mon système, ça ne pourra pas sortir par un seul photon, parce que pour des raisons qui sont liées à la constitution de la matière, de choses, etc., enfin, qu'on sait très bien calculer, hein, ça se calcule parfaitement, la théorie quantique, on ne comprend rien, mais on sait très bien la calculer. Donc on calcule et on va trouver qu'effectivement, on peut, dans certaines conditions, produire 2 photons. C'est-à-dire que l'énergie qu'on a mis va ressortir par 2 photons, et ces 2 photons sont, oh que c'est curieux, intriqués. C'est-à-dire qu'ils sont partis en même temps. Et comme ils sont partis en même temps, ils ont un certain nombre de caractéristiques communes et des caractéristiques complémentaires. Alors en photon, bien sûr qu'il y a un niveau d'énergie. La vitesse, de toute façon la vitesse est linéaire, donc ça c'est simple. Mais ils ont une certaine énergie. Ils ont un spin, c'est-à-dire une orientation, une polarisation, c'est que la lumière est polarisée. Et là c'est très curieux parce qu'ils ont des spins opposés. Ça c'est tout simple, il suffit que si vous envoyez quelque chose qui n'a pas de polarisation sur un objet qui n'a pas de polarisation particulière, vous n'allez pas sortir de la polarisation, donc les 2 photons vont avoir des spins opposés, de façon que la somme des spins soit nulle. Et donc ça part, et puis à ce moment-là, vous décidez de faire une action sur l'un des photons, par exemple avec un capteur, vous le captez, et dans ce chose-là, il y a un filtre, et avec ce filtre, vous changez sa direction de polarisation. Alors chose absolument incroyable, le deuxième photon qui à ce moment-là est n'importe où, parce qu'il se déplace à la vitesse de la lumière, hein, ils peuvent être très loin, et donc ils se déplacent à la vitesse de la lumière, l'un par rapport à l'autre, ils peuvent être assez loin, et là, cet autre va changer automatiquement, comme vous avez déséquilibré l'univers par rapport à sa source, il va changer automatiquement le spin, puisque vous l'avez changé d'un côté, lui va changer en symétrique pour rétablir l'égalité. C'est-à-dire que ce n'est pas la conservation de la masse, au sens aussi naïf de tout le monde, hein, ou d'énergie, c'est la conservation des spins. Donc, est-ce que vous avez compris que je suis en train de violer Einstein? Puisque là, j'ai agi à un endroit, il y a un autre endroit. Alors les expériences actuelles faites à Genève sont à 22 km de distance. À 22 km de distance, vous avez un photon d'un côté, un photon de l'autre, et vous changez là, et l'autre instantanément change. Il n'y a aucun lien entre eux. Alors ça, c'est impossible dans le schéma einsteinien. Je suis désolé, c'est impossible. Alors, vous faites à ce moment-là une expérience pour dire, entre les deux, il y a du vide. Mon fameux vide où il y a de la masse grise. Hein. Et dans ce vide, on sait qu'il y a de l'énergie. C'est bizarre, mais on sait qu'il y a de l'énergie. Parce que quand on fait des petites plaques qui sont proches dans ce vide, et qu'on balance quelque chose dedans, on voit apparaître des couplages qui nécessitent de l'énergie. Bon, l'énergie, elle est à Paris, donc elle est dans l'espace. Donc le vide n'est pas vide, puisqu'il a de l'énergie. Il est capable, parce qu'il est quantique, puisqu'il a de l'énergie, il va donc sortir des familles aléatoires, parce que vous savez que c'est la propre du monde quantique, c'est de couvrir du possible. Donc ils ont un ensemble de possibles, donc ça couvre un ensemble de possibles. Et ça couvre aussi quelque chose qui est bizarre, c'est que dans ce vide-là, qui est à 22 km, il y a quelque chose qui est en train de dire, alors que c'est impossible, hein, puisque tous les messages doivent se transmettre à ces vides-là, il est en train de se passer quelque chose. Alors, vous faites à ce moment-là un schéma, vous fabriquez une belle petite boîte comme celle qui est là, et dans cette petite boîte, vous mettez un capteur qui enregistre le bruit quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que le bruit quantique?
justement dans le vide où il y a quelque chose, où il y a de l'énergie, vous enregistrez un fond. Alors c'est très facile, vous arrivez, vous augmentez la... Alors là, c'est vraiment merveille de la technologie moderne, vous pouvez prendre des signaux qui soient à un niveau qui n'est pas celui des signaux de votre téléphone, hein, c'est quelque chose qui est situé à 10-15 en dessous, 10-12 en dessous. Hein. C'est tout petit. Et là, on enregistre et on voit et le signal est un signal avec du bruit. Un bruit parfait, ce qu'on appelle le bruit quantique. Quand on fait des mesures dessus, il est parfaitement normalisé. Il représente, il est vraiment quantique. C'est-à-dire le quantique, c'est tous les possibles sont là. Et donc, quand on met ça et qu'on embarque ce qu'on peut faire, c'est pas à 22 km, mais on le fait sur des distances plus courtes, et qu'on embarque ces capteurs-là, on s'aperçoit que le bruit quantique est le même à un moment donné, partout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Nous sommes dans un vide global dont la totalité comprend des capacités de sortir du bruit, une énergie qui est dans ce vide. Peut-être a-t-elle un certain rapport avec le problème dont on n'a rien compris, au problème de la masse manquante, 80% de ce qui est nécessaire pour avoir l'équilibre du monde actuel, hein, des étoiles, 80%. Hein. On ne se trompe pas de 2%. C'est le terme prépondérant, hein, vous avez bien compris. Hein. Et donc là, on sait qu'il y a ça, et on sait en plus que si je suis dans ce système-là, il existe au bruit de fond un bruit de fond qui est indépendant d'un temps relatif, qui est dans un temps absolu, et que dans ce temps absolu, si on joue avec ce temps absolu, on peut jouer à l'intrication. Alors ça permet de faire de la cryptographie quantique. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'expliquer, mais enfin c'est assez facile à voir, parce que si on sait calculer la distance, voilà, on sait ce qu'aurait donné Einstein. Comme on viole Einstein, on sait de combien on le viole, donc il suffit d'enregistrer quelque chose, et d'enregistrer comme élément de brouillage, hein, comme thème pour fabriquer la cryptographie, le petit bout enregistré. Et ce petit bout, il sera transmis à l'autre, vous allez simplement lui dire à quel moment ça va lui arriver. Donc vous pouvez dire à l'avance. Et personne ne pourra arriver, vu la densité, la quantité de choses, personne ne sera à l'écoute pour arriver à prendre juste le petit bout qui est une chose. Donc vous avez une cryptographie quantique absolument fabuleuse. Bon. Donc ça c'est en route. Mais tant que ça n'a pas été mis en route, les gens n'ont pas voulu faire de publication sur ce vide quantique aussi intrigant que ça. Hein? Donc vous voyez que, en fait, nous sommes dans un monde très particulier où les scientifiques se font à eux-mêmes des interdictions de publication. Je n'ai pas compris, mais il y a des faits. Donc je ne publie pas les faits. Hein? Donc c'est seulement depuis 7-8 ans là, que vous avez eu l'article de base de nature, mais 10 ans avant on le savait, 10 ans avant il y avait des industriels qui commençaient à se gratter la tête en disant peut-être qu'on pourrait faire de la cryptographie, mais ça y est, il y a de la cryptographie quantique. Donc voilà, et donc là on est obligé d'en parler, donc je suis obligé de vous en parler parce que vous ne savez pas ça. Hein. Bon voilà, donc on avance d'accord. Alors, donc là on en a parlé un petit peu, donc on va aller vers la complexité progressive. Donc je vous rappelle, j'avais dit au niveau 1, c'est que en fait on peut avoir dans un niveau 1 de complexité, il y a forcément dans un environnement qui est aléatoire, donc cet effet aléatoire va faire qu'il va falloir étudier le système assez précisément, mais vous sentez bien que c'est pas parce que vous avez une balance qui est située dans une voiture que si on n'a pas les capteurs qui vont bien, on ne pourra pas corriger la balance des fluctuations des secousses de la voiture, des choses comme ça. Donc c'est un truc qui est facile à contrôler. Par contre, si le système est contrôlé lui-même, là, ça commence à devenir bien plus de choses. Et normalement, la bonne façon, ça serait d'aller du haut en bas, c'est-à-dire de savoir comment a été conçu le système de contrôle pour arriver assez facilement à faire une simulation, à faire un système de commande qui soit bon. Mais dans le monde actuel où nous sommes, la pensée unique scientifique, elle existe. Hein, la pensée unique scientifique, ça existe, ça. On n'en parle pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas... C'est pas bien d'en parler. Hein. Donc on pourrait dire, ben voilà, telle chose, je pourrais partir de l'idée que là,
par exemple dans tel vivant, tel truc, il y a telle fonctionnalité, pour qu'elle marche, il faut qu'il y ait un système qui soit asservi, etc. Je calcule ce qu'il faut comme asservissement, et après je cherche la molécule ou le système qui fait ça. Ça va quand même plus vite que d'explorer jusqu'à trouver, comme c'est bizarre, ils sortent des trucs bizarres, et je vais essayer de trouver le système qui fait un truc bizarre. C'est plus difficile quand même. Hein, voilà. Donc il y a des choses comme ça qui se passent dans la science actuelle. Hein. Alors ça c'est le deuxième niveau, puis le troisième niveau c'est quand l'homme est dans la boucle. Alors on va regarder ça sur un petit exemple de ces éléments-là. Et je vais prendre un schéma qui est assez simple. Je vais supposer une seconde, parce que comme les gens sont bien à la mode de parler en ce moment des robots, je vais supposer que je sois dans un bureau d'études, ce qui était autrefois le mien, où on fabriquerait un robot qu'on pourrait mettre sur son vélo et qui vous emmènerait sur ce vélo qui est naturellement instable, hein. Il faut quand même le stabiliser, donc il s'occuperait de stabiliser le vélo pour quelqu'un qui serait infirme, et puis qui vous emmènerait en vélo ou en moto ou je sais pas quoi, un endroit, ce qui est effectivement plus facile à loger, si c'est une petite boîte informatique bien faite, etc., c'est plus facile à loger qu'une voiture dans votre couloir. Hein. Donc vous montez sur le vélo et puis après ça saute. Donc le problème sera de savoir quels sont le type de complexité auquel il faut s'adresser, on dit en anglais, en français en D, auquel il faut s'intéresser pour arriver à comprendre comment faire ce vélo et comment il y a aussi des vélos, c'est-à-dire il y a des animaux qui font des choses un peu comme ça, hein, qui sont capables de faire des performances brillantes, comment ça peut fonctionner. Alors on va essayer de voir ça sur un petit exemple. Donc je vous ai fait un petit dessin complètement fou qui était ça, juste destiné à ce que vous soyez, à attirer votre attention. Hein. J'ai mis des couleurs, etc. Donc vous supposez que vous avez une petite maison sur la gauche, qu'il y a un jardin, que dans le jardin il y a une table et une chaise ou un fauteuil, qu'à gauche il y a un arbre, qu'il y a une allée avec du sable rouge et avec des grains assez gros, voilà, c'est pour ça que j'ai mis des petits points noirs, et puis qu'il y a, j'ai mis dessus, dans un premier temps, on va admettre que c'est un mannequin, donc ça devient complètement automatique, c'est un robot. Et puis après, on va y mettre quelqu'un pour de vrai. Et puis on va voir où est la complexité. Il y a deux cas. C'est-à-dire, il y a le cas où dans votre système automatique, vous allez mettre le fait que vous avez envie d'aller de la maison à la rue. Donc là, il y a une voiture, mais il faudra quand même se méfier pour ne pas passer sous la voiture. Il faut passer par la porte. Hein, voilà. Et donc c'est ça qui va être la première mission demandée au robot pour faire marcher cette petite bête. Alors il se passe quelque chose de très intéressant, et là tout d'un coup ça va vous ouvrir des horizons sur qu'est-ce que c'est que le hasard. Et pourquoi il y a du hasard dans la nature. Si vous avez été en vélo gamin, vous avez joué au jeu des mains levées. Hein, on lève les mains et on continue à diriger le vélo. Et vous avez probablement essayé de jouer à ça sur un seul varié, parce que c'est là où on montre qu'on sait bien diriger un vélo. Et vous avez peut-être remarqué, et ça c'est quand même très intéressant, c'est que sur un seul varié, vous avez beaucoup moins à pédaler. Ah, vous n'avez pas remarqué ça. Parce que en fait, le vélo, chaque fois qu'il fait un écart à droite ou à gauche, il est repoussé par un grain, plus ou moins gros de sable. Et donc en repoussant, il vous donne en fait une énergie. Et cette énergie vous est transmise, et petit à petit vous découvrez, et ça c'est un fait que vous pourrez jouer à ce jeu-là, c'est amusant, vous allez découvrir que l'aléatoire des grains du sable, qui est un bruit de fond, transmet au vélo une énergie par l'intermédiaire des roues qui sont, et en plus une direction. Et donc ça va faire un résultat qui est surprenant, c'est-à-dire que si vous aviez eu quelque chose qui serait parfaitement lisse, vous pouvez mettre au point un vélo un robot très facile, et puis au contraire vous êtes sur quelque chose de très compliqué, et bien là, vous ne pourrez plus sortir des capteurs qui vous permettent de savoir comment ça se déplace, vous ne saurez plus si c'est le bruit qui commande ou si c'est le contrôle. Et en plus, quand ça serait dans cette condition où c'est le bruit qui va vous transmettre l'énergie pour votre vélo. Je ne sais pas si vous voyez que c'est un petit rapport avec ce que je vous ai raconté avant. C'est un petit rapport avec ce que je vous ai raconté avant. C'est-à-dire que maintenant on commence à comprendre
que c'est pas mal que dans l'univers, il y ait du bruit et de l'énergie du vide. Parce qu'avec ça, on peut faire des choses. Et donc, si on veut bien regarder, réfléchir une seconde, peut-être bien que Dieu a fait exprès de faire un fond quantique avec du bruit quantique qui soit sur un temps unique, parce que supposez une seconde qui ne soit pas sur un temps unique, et que vous ayez en face de vous un athée convaincu qui va vous expliquer que d'accord, Jésus vous a sauvé sur la terre, mais vous comprenez que ceux qui se trouvent dans une étoile là-bas, le temps que ça soit transmis là-bas, ça va faire des années-lumière, et qu'on n'est pas prêt d'avoir converti le monde entier et toutes les planètes lointaines. Et bien, c'est pas si simple que ça. Et de la même façon, si vous pouvez vous poser la question sur Dieu, supposons que Dieu ait envie de contrôler le monde continuellement. C'est-à-dire que le petit endroit rouge où j'ai supposé qu'il y avait un système de type d'une horloge parfaite dans cette petite zone rouge-là, avant d'arriver au monde actuel qui fabrique les galaxies, etc., que Dieu simplement n'ait pas mis de petites boîtes rouges, de petites zones rouges compliquées, mais que continuellement il travaille dans le monde à l'aide du quantique et de l'énergie du quantique, à adapter le monde à ce qu'il veut, eh bien il est en train de contrôler. Ah. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut faire quelque chose pour se poser une question de fond? Est-ce qu'un système, le monde, est contrôlé par Dieu ou n'est pas contrôlé par Dieu? C'est une question idiote, hein, c'est bien entendu, c'est pas de la métaphysique compliquée, c'est de la pure science, de la pure rationalité. Alors voilà, donc on va se faire ça. Alors par contre, vous comprenez aussi que si la petite fille qui est là avec ses cheveux voilà, un peu dorés, mais j'en ai pas de couleur de beaux cheveux, donc c'est un peu rouge, un peu médiocre, si cette petite fille est une vraie petite fille, elle va connaître assez vite le problème, elle pourra s'amuser avec ses copines à lever les bras et montrer qu'elle s'est passée par la porte simplement en s'inclinant légèrement ceci ou cela, mais surtout, elle va exprimer ses opinions personnelles sur la façon de faire. C'est-à-dire que là, j'ai mis des petits trucs qui sont autour, là, que vous voyez peut-être, c'est des petites caméras qui permettent de savoir où ça passe, et puis des caméras embarquées, ça c'est pour faire de la science, hein, de la belle science, de la belle technologie, etc. sur les robots. Mais elle, c'est pour ça qu'on n'avait pas ça, c'est qu'elle voudrait peut-être en profiter pour ramasser sur la chaise là-bas un foulard qu'elle a oublié, éviter un peu mieux les branches de l'arbre de gauche en bleu qui est en vert là, parce que ça lui gifle le visage, etc. Donc elle va y mettre sa façon de faire avec son vélo. Et donc la complexité devient beaucoup plus grande. Donc ce qu'il faut pour que le monde marche, il faut deux choses. Dans ce qu'on a entendu remarquablement exprimé sur les raisonnements de Jean-François Froger sur la création, eh bien il faut quelque part que le monde soit réceptif à tout moment à une action de Dieu. Il faut en plus qu'il soit réceptif, mais qu'il laisse la liberté aux hommes d'agir à l'intérieur, pour faire leur petit trajet à eux. Hein. Et donc il faut quelque part que le monde d'un côté soit visible par l'homme, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme puisse voir qu'il a une certaine maîtrise, donc il faut qu'il soit simple. Le monde est simple, c'est-à-dire on apprend dès qu'on est gamin que quand on prend un truc là, on ouvre la main, ça tombe, voilà, c'est simple, c'est vertical, que quand on envoie une balle, elle va là-bas, etc. Donc tout ça donne une certaine maîtrise, on peut faire des choses avec ses mains, ces choses comme ça donne une certaine maîtrise sur le monde environnement. Mais sur l'ensemble du monde, on n'en est pas là du tout. On ne fait rien sur l'ensemble du monde. On peut avoir rêvé de faire un petit truc, quelque chose sur le climat, mais bon, ça rien du tout par rapport à faire tomber la pluie le matin, sans faire une débauche d'ammonium qu'on met dans un nuage pour faire crever l'eau dans le nuage s'il y en a, et puis après envoyer de l'eau en l'air comme on met de la neige dans les stations de sport d'hiver. Bon. Donc vous voyez, on est dans un monde où on fait un certain nombre de choses, mais il faut quand même aussi imaginer, et à mon avis ça va faire partie de la science de demain auquel les sciences... comment on va faire pour essayer de comprendre que le monde que Dieu a créé est un monde qui est dans sa main, à sa possibilité de contrôle continuel, et pas non plus
incapables de nous laisser notre liberté à notre petite taille à nous. Hein, c'est un peu ça le problème. Et donc il y a une certaine rationalité de la recherche scientifique à venir, qui est à peu près dans la tête d'un certain nombre de chrétiens, mais alors pas du tout ailleurs. Hein, ça je peux garantir, les autres ils avancent au hasard. Hein, au hasard, dans leur discipline, bien encadrée, avec la thèse où on leur approuve que ça se dit pas, ça se dit, ça se dit pas, surtout en biologie, on ne dit pas que c'est fonctionnel parce que quelqu'un y a pensé. Quand on utilise sa voiture, c'est fonctionnel parce qu'un bureau d'études y a pensé. Quand on utilise un robot, c'est fonctionnel parce que quelqu'un a fait un bureau d'études a fait le robot. Donc là, on est sorti de ce monde rationnel, simple, humain et peut-être divin, pour rentrer dans un monde où il y a des interdits, où on ne parle pas de ce truc-là. Alors, donc, il faut arriver petit à petit à se dire que quand même, Dieu doit être vachement fort parce qu'il est en train de couvrir de moins 40, de 10 puissance moins 43 à 10 puissance 17 juste en dimension. Hein, je ne sais pas si vous voyez le problème. Bon. C'est pas du tout à notre portée. Ça, c'est vraiment la complexité. Bon, on avance encore d'un cran. Deuxième niveau de complexité, eh bien, la nature a du hasard, mais peut-être qu'elle le fait exprès pour que on puisse faire des choses. Hein. Et effectivement, on voit très bien que les ADN, par exemple, sont un peu variés, qu'il y a des épissures qui peuvent se faire avec des choses qu'on a dans son estomac, et que ça contribue au système. Bon. Et puis on est en face de cette courbe-là, que je vous montre ensuite, et qui pose un vrai problème. Alors, d'un côté, vous avez en ordonnée le nombre de bits de l'ADN de quelqu'un, d'un homme, et puis en horizontal, la durée du temps. On est en gros, peut-être par rapport au Big Bang, à 10 puissance 14, 14 10 puissance 9 secondes. Voilà. Donc on est là-dessus, et je trace en ordonnée le contenu du message qui est situé à l'intérieur des êtres vivants. Et j'essaye de voir le moment le plus précoce où apparaît ce message. Ce message a une certaine longueur. Pour nous, il y a un ordre de 10 puissance 12 bits. C'est un gros truc. Si on tire ça à 10 puissance 12 bits tiré au hasard, je vous rassure, personne ne peut croire raisonnablement qu'on a pu tirer au hasard 10 puissance 12 bits. Non, c'est pas possible. Les prédictions minimum pour faire ce truc-là par tirage au sort, c'est 10 puissance, je ne sais plus combien, 500 années. Donc, c'est pas la durée des 10 puissance 9 dont je parlais. Les 10 puissance 9 dont je parlais. Donc, c'est pas du tout ça. Alors, si on regarde de près, il y a deux façons de voir cette courbe. Une première façon, qui est la façon de tout le monde, en disant, c'est curieux, plus c'est compliqué, plus, d'une part c'est normal, plus les êtres sont compliqués, nous sommes compliqués, l'homme est un peu tout à fait en haut dans ce chose-là. Alors c'est pas très vrai, hein. Il faut éliminer avant, par exemple, quand vous prenez un grain de blé, son ADN est très long parce qu'en fait il est fait pour répéter, pour qu'il y ait tous les grains, la centaine de grains maximum que vous avez sur un triticale, et bien c'est répété. Donc vous avez une séquence de germination répétée 100 fois. Hein. Et donc ça fait des trucs très longs. Donc c'est pas exactement ça. Donc on fait ça intelligemment, c'est-à-dire qu'on enlève ce qui est répétitif, parce qu'il y a des choses répétitives, et que en fait les brins d'ADN sont des brins qui sont aussi temporels, qui se développent en fonction du temps, et donc on est obligé de faire des systèmes, si ça doit se développer en parallèle en fonction du temps, on ne sait pas le faire autrement qu'en le faisant en parallèle avec plusieurs brins, ou des brins qui sont répétés. Bon. Voilà. Donc je m'utilise sur ce petit problème technique pour essayer de bien comprendre. Et donc vous avez cette courbe-là. Alors la première chose qui est frappante, c'est qu'effectivement nous sommes complexes. Hein, parce que ça a un petit côté exponentiel. Là, on a une chose. Bon, ça c'est la première chose.
Deuxième chose, il y a du rouge en haut, ça c'est les animaux supérieurs, il y a du marron entre les deux, des choses comme ça, c'est les animaux moins bons. Puis moi j'ai mis bien sûr en vert, ce qui est tout à fait basique, c'est les algues, les choses comme ça. Entre parenthèses, les algues ont quand même fait un travail assez extraordinaire pendant un certain nombre de millions d'années. Ils se sont occupés de produire l'oxygène de la Terre. C'était quand même un beau boulot pour que l'acide puisse se passer. C'est-à-dire que le système est autogénérateur. Il crée son environnement pour le coup d'après. Ça c'est déjà un processus exponentiel. C'est déjà plus tout à fait un système d'horloge, ça, ce truc-là. Alors, si je regarde de près, qu'est-ce qui se passe lors du passage d'une espèce à une autre? Dans le passage d'une espèce à une autre, il y a d'une part un déficit, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ce qui était dans l'ADN de la... Si je fais des dérivations, je ne sais pas quoi, d'une antilope à une antilope plus récente, etc., il y a des petits bouts qui disparaissent, et puis il y a des petits bouts qui sont ajoutés. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire que ça peut au total être pas beaucoup plus important, mais avec des changements. Mais ça, dans mon ordinateur, la nuit, sans trop me prévenir, le fabricant du logiciel a remplacé quelques petites erreurs qui s'étaient glissées dans le système, et il a changé sans trop me le dire, et je n'ai pas contrôlé la longueur totale le lendemain matin, il a changé un certain nombre de bits dans mon ordinateur pour que ça marche. Voilà. Je vous signale un petit truc en passant pour que vous compreniez bien le problème. Dans mon ordinateur, si au hasard je casse quelques petits bits suffisamment, et il n'y aurait pas besoin d'en changer beaucoup, et bien mon ordinateur ne marchera plus. Alors, comment dans un vivant je casse les petits bouts, le vivant continue à marcher? C'est-à-dire qu'il a des taux de reconstruction qu'il n'y a pas là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des éléments qui permettent de faire des fonctions, mais des éléments qui permettent de réparer la fonction. Alors là, c'est quand même la taille au-dessus. Voilà. Alors, donc, j'ai cet élément-là, et je me pose la question, une petite question toute bête, parce que c'est été bien à la mode dans les controverses contre les chrétiens. Combien y a-t-il de différence entre l'ADN d'un singe et l'ADN d'un homme? Oh, monsieur, c'est tout petit, c'est 2-3%. 2-3% de l'ADN. Mais non, monsieur, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, parce que il y a 10% de l'ADN qui est celui auquel on s'intéressait jusqu'à présent. Dans ces 10% de l'ADN, il y a effectivement 2-3%. C'est-à-dire, en fait, 20 à 30%, c'est quand même pas négligeable. Mais si je prends l'ensemble de l'ADN, parce que maintenant on commence à étudier l'ensemble de l'ADN. Et avant on avait dit c'est de la poubelle. C'est bizarre, ça fait un peu comme la matière noire et la matière grise, et tout ça avant c'était pas important. Alors maintenant on s'aperçoit que c'est très important, que ça définit tout l'ensemble de la génération du vivant, etc. Et à ce moment-là, entre un singe et un homme, il y a 40% d'écart d'ADN. Ça, on a changé de dimension. Vous commencez à comprendre qu'il y a des choses quand même qu'il ne faut pas se laisser avoir par des petits raisonnements simplets, un petit peu trop simplets sur la science. Bon, alors, maintenant je voudrais vous faire la remarque suivante. C'est quand même curieux que plus c'est compliqué, plus ça va vite. Puisque vous voyez que ça monte tout droit. Ça monte tout droit. Hein. Vers la fin, en très peu de centaines de milliers d'années, d'un seul coup, la longueur de l'ADN s'est crue beaucoup, et en quelques millions d'années, ça a cru aussi beaucoup avant. Et de plus en plus vite. Alors là, je vais faire un petit exemple qui va être tiré de ma petite femme là, qui fait du vélo, ou mon petit robot qui fait du vélo et qui passe par la porte du jardin. Si le système est contrôlé pour passer par la porte du jardin, et qu'elle a donc un objectif, et pas seulement une courbe en gros à suivre, plus elle se rapproche de la porte du jardin, et plus elle se rapproche de la trajectoire idéale pour passer par la porte du jardin. C'est normal, parce que comme elle est définie par l'objectif, l'écart à l'objectif devenant plus faible, le contrôle va comme objectif d'arriver au minimum d'erreur par rapport à l'objectif, donc plus on va aller vers l'objectif, plus la convergence va être exponentielle dans l'autre sens. Vous comprenez ce que je dis?
Alors ça veut dire une chose importante là, ça veut dire que cette courbe sur la vie humaine vous démontre qu'il y avait un objectif qui justement est l'homme. Et que donc plus on s'est approché de l'homme, plus rapidement on a pu se mis en place les éléments d'ADN pour la partie matérielle de notre corps, ce que j'appellerais avec Saint François notre âme, hein, notre petite âme, hein, frère âme, comme disait Saint François, frère âme, et ben plus il sera, le frère âme, plus il sera près de la forme idéale pour être avec un homme, et plus ça se passera à la fin, parce que c'est un objectif. C'est l'objectif, autrement ça en aurait commencé avant. Hein? Et donc, cette courbe-là est archi connue dans les gens qui font, comme ça m'arrive moi de faire des avions qui ont des objectifs, etc. Ça montre qu'il y a ce qu'on appelle un contrôle optimal. C'est-à-dire un contrôle qui avise l'optimalité d'un objectif. Alors, pour réussir un contrôle optimal, c'est désespérant, parce que la mathématique nous dit la chose suivante: si vous avez l'équation du système, à un moment donné, vous pouvez déduire une équation qu'on appelle l'équation de Riccati, qui est l'équation adjointe, c'est-à-dire que son opérateur est l'opérateur adjoint localement dans la direction du but. Et cette équation de Riccati que vous résolvez vous donne la façon la plus exacte d'arriver à l'objectif. Donc quand on fait bien sûr de l'ingénierie, il faut qu'on connaisse qu'il y a une équation de Riccati, ou qu'on fait une équation de Riccati sur ce qu'on vise. Hein. Et il y a une équation de Riccati qu'on peut faire simplement sur un programme, donc ADN étant un programme, on peut faire l'équation de Riccati du programme, c'est une équation discrète. Bon, je m'excuse, je fais de temps en temps des annexes mathématiques, un peu mathématiques dures. Bon. Donc, mais voilà, donc ce qui est derrière, c'est nous sommes dans un monde particulier qui est contrôlé, et contrôlé de façon optimale, puisqu'on voit que c'est vers son objectif qu'il va le plus efficacement possible. D'accord? Alors, il reste un petit détail complémentaire, c'est que, et là il faut retourner dans la théorie quantique. Il y a un petit détail supplémentaire, c'est que ça ne marche pas si on a un regret sur autre chose. C'est-à-dire, par exemple, si je veux que mon petit robot sur la chose puisse être débranché et puisse être corrigé par la petite fille qui le conduit, pour qu'elle puisse faire le petit détour pour ramasser sur le banc son écharpe, eh bien il faut que le système soit à moindre regret. C'est-à-dire que quand je le sors de sa trajectoire, il y revienne. Hein? Il va être capable de rebâtir son objectif en fonction d'une liberté donnée à un moment donné, qui n'est pas simplement une liberté venant de l'aléatoire des grains du sable. Voilà. Donc une décision humaine corrigée. Alors, donc je vous propose la lecture suivante de la création. Dieu a créé un monde dans lequel nous pouvons être libres d'agir, et nous avons des capacités d'agir, de façon à ce que lui-même nous entraîne vers l'objectif qu'il avait décidé, et d'abord de nous créer nous-mêmes en nous laissant notre liberté. Ah, c'est intéressant comme résultat. C'est pas de la science, mais c'en est quand même bourré, tout ce que je vous ai raconté. Hein. Donc on avance de temps. Ça veut dire que Dieu est caché là-dedans. Dieu est caché là-dedans, et c'est normal qu'il soit caché, parce qu'il a besoin aussi d'être discret. Si on veut qu'il fasse le moindre regret pour nous, il ne faut pas non plus que nous soyons, quand la petite fille veut faire le détour pour ramasser son écharpe, il ne faut pas qu'on lui bloque le système et qu'elle ne puisse pas récupérer son écharpe. Donc, on voit bien qu'il faut que le système soit tel que ça nous donne de la liberté. C'est donc un système optimal à moindre regret. Et ça a une définition mathématique très précise. Et c'est l'idéal pour un système qui vise à l'objectif. Alors, ça c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que dans la réalité, c'est pas comme ça que nous sommes. Nous sommes pas seulement, nous sommes aussi un petit homme, mais quelque chose encore en plus que quelque part qui se situe entre le petit homme et la petite fille.
C'est-à-dire que la petite fille contrôle son propre petite âme, qui est son corps. Hein. Et donc là, il faut aussi que son corps ait pu faire le maximum de ses possibilités. Comme nous a transmis la parole de Jean-François ce matin, qui disait qu'au fond, hein, il faut que quelque part, l'homme soit dans une position telle qu'il puisse progresser en même temps. Il ne s'agit pas que simplement son corps arrive à être un bon petit âme, mais il faut que lui-même progresse. Et donc il y a derrière un problème d'éducation. Et il y a un problème d'éducation compliqué parce que si c'est uniquement fait à l'intérieur du groupe des hommes, et si à un moment donné il y a des blagues qui sont faites à l'intérieur des hommes, le système des hommes est un système qui conserve la tradition, en bien et en mal. C'est un petit lien avec le péché originel, tout ça. Voilà. Mais il y a un truc derrière qu'il faut savoir. C'est que pour que le système puisse marcher, il faut qu'il y ait aussi un certain nombre de bonnes choses qui soient mises dedans. Et donc il faut que dans ce système-là, on puisse mettre des bonnes choses. Et donc comment on fait pour faire rentrer dans la tête d'un petit âne, parce qu'il ne faut pas le faire rentrer que dans l'esprit, ça c'est le travail de l'homme, proprement humain, mais il faut aussi le faire rentrer, il faut l'incarner aussi. Alors pour l'incarner, eh bien il faut un entraînement. Alors bien sûr, merci quand on a la chance d'être dans une famille catholique, d'avoir une bonne éducation, une bonne catéchèse, de contrôler les saints, d'avoir des modèles de saints, ça c'est fabuleux. Mais de temps en temps, il faut aussi faire des choses particulières, ou alors il faut que Dieu puisse agir un petit peu. Alors là, il y a un truc très particulier, il faut que vous sachiez. On commence à faire ça un petit peu sur les robots, ça c'est très intéressant. Et on se dit comment on peut faire pour transmettre quelque chose d'un peu plus large que ça, qui puisse être reçu. Et là, on découvre quelque chose dans la tradition des hommes et dans la tradition de l'Église, ça s'appelle les songes. Les songes, c'est quelque chose de très particulier. Moi, je suis paru d'une petite musulmane convertie par un songe. Et donc, je l'ai beaucoup interrogé sur son songe, et j'ai vérifié plusieurs choses dessus. Un songe, ça n'a rien à voir avec un rêve. Un rêve, ça s'oublie. Un cauchemar, ça s'oublie moins vite, mais ça s'oublie. Mais un songe, 20 ans après, c'est toujours là. Exactement. Hein? Donc c'est très particulier. C'est une impression très forte. Ensuite, quand dans ce songe, il y a des personnes qui agissent, nous agissons nous-mêmes à l'image de ce songe. Bien sûr, parce que vous savez bien que c'est en copiant vos parents et les gestes de vos parents ou les gestes du joueur de tennis que vous apprenez à faire et à sentir dans votre corps ce qu'il faut sentir dans son corps pour faire le geste qu'on va faire. Bon, voilà. Donc nous avons un rôle particulier là qui n'est pas fini au point de vue scientifique, ça s'appelle les neurosciences, et ça c'est en train de progresser lentement, très lentement, parce que à nouveau, les idées chrétiennes. Moi, je suis un disciple de Jousse et de tous ces gens qui ont travaillé sur l'anthropologie chrétienne. Je suis aussi des gens qui ont travaillé sur des modèles de neurones mémoire qui ne sont toujours pas acceptés parce que c'est finalisé, c'est des fonctionnalités finalisées, ça gêne, etc. Ce n'est pas du tout l'éducation de l'éducation nationale en ce moment, c'est tout à fait autre chose. Ça ne se construit pas tout seul, il faut le donner de l'extérieur, etc. Bon. Si toutes ces choses-là se mettent en route, on pourrait aussi faire des choses, et là, penser aussi que ça permet de comprendre aussi le rôle de Jésus intervenant dans sa révélation par ses prophètes, et puis par lui-même, et puis par... Voilà. Bon, j'avance encore. Alors, je vais passer sur là-dessus parce que je ne sais pas, j'ai droit à combien de temps encore? C'est fini? Pardon, la B a du retard, donc un quart d'heure. Voilà. Alors, je vais faire un petit détour pour vous parler des sciences de la vie et le point terrible, où sont les sciences de la vie dans le monde scientifique. Les sciences de la vie sont dans une demi-impasse, parce qu'elles n'ont pas compris le problème de la complexité, elles ne l'ont pas encore compris, et deuxièmement, elles n'ont pas compris encore les neurosciences. Parce que les deux ont des présupposés anthropologiques ou rationnels que les gens n'ont pas envie d'entendre.
Alors, quel est le présupposé, sur la science toute bête? Je vous l'explique bien, si vous voulez, par le problème des matériaux, des médicaments. On a la chance maintenant, grâce à l'Internet, etc., on regroupe beaucoup de choses. Maintenant, on commence à avoir une vision assez claire, des médicaments qui marchent, des médicaments qui ne marchent pas pour traiter telle ou telle maladie qu'on est bien cerné, etc. Bon. On est en train de faire un recensement de maladies, et puis il se passe un problème bizarre, c'est qu'à mesure qu'on recense les maladies et qu'on les précise, il y a de plus en plus de maladies orphelines qu'on découvre. Première étape. Alors, on vous dit que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas avant, c'est pas vrai du tout, c'est simplement parce qu'on ne savait pas faire l'analyse de l'ensemble des maladies, donc on classait tout en gros paquets, et puis après maintenant on a des paquets plus petits, donc forcément des choses. Alors, derrière ça, il y a le fait que les gens croient naïvement que le corps est quelque chose de simple, c'est un schéma scientifique. Et donc, on va trouver le médicament qui va pour corriger quelque chose. Mais c'est absolument faux, parce que, en fait, à mesure qu'on a résolu les gros problèmes, je ne sais pas si parmi vous, les gens qui savent ce que c'est qu'une matrice, c'est avec une diagonale qui est lourde, voilà, une diagonale, la matrice c'est, mettons, 100 sur 100, donc il y a 10 000 éléments à l'intérieur, et sur la diagonale, il y en a seulement 100. Bon. Si on travaille sur la diagonale, c'est des endroits où c'est bien marqué, bon ça voilà, c'est un cancer, c'est une pneumonie avec tel microbe qu'on s'est retrouvé, etc. Bon, ça on travaille sur la diagonale. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Tout médicament n'étant pas la restauration à l'identique de ce qui se passait pour remettre les choses en place, est une action locale où on essaye de jouer avec un certain produit qui lui a des effets secondaires. Et donc, il s'adresse non pas au 100 de la diagonale principale, mais aux 10 000 qui sont le truc qui est autour. Donc, à mesure qu'apparaissent ces nouveaux médicaments et que les gens deviennent assez bons, ils voient sortir parmi les 10 000 un ensemble de maladies secondaires, qu'on appelle des effets secondaires. Et maintenant, nous sommes noyés dans les effets secondaires. Et l'idée qui était géniale, qui consistait à dire j'ai identifié la maladie, c'est un truc de chose, je vais remplacer parce que je vais faire un truc spécifique. Alors on fabrique un médicament spécifique et on l'essaye. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'on sort un médicament nouveau, on voit plein de lumière qui s'altère autour. C'est-à-dire plus on fabrique de médicaments nouveaux, plus on fabrique d'effets secondaires. Aïe. Et c'est normal. Puisque tout est en interaction. C'est une globalité qui a été faite, donc on sent bien que n'importe quel système, si vous avez joué à faire le petit malin en décomposant je sais pas quoi, le moteur de votre vélo Solex, et que vous avez un petit peu tripatouillé, gratté à droite ou à gauche, c'est pas pour ça que ça va se mettre à marcher, parce que vous avez cru toucher l'élément qui est essentiel. En fait, ça fait des effets secondaires partout. Donc voilà, donc on est dans la zone ça. On est dans une zone où les médicaments qui n'ont pas une origine biologique sont déjà pas biologiquement compatibles. Donc on est reparti pour rechercher des médicaments à toute vitesse ailleurs. Ensuite, quand on a une base à médicament, on peut rajouter des petits éléments en plus, et puis on peut essayer de jouer le jeu, de diminuer les effets secondaires en donnant des petits éléments complémentaires. Et c'est que ça n'est pas très d'accord avec le truc de base, mais quand même, c'est quand même pas idiot. Voilà. Et bien ça, on est en face d'une complexité exponentielle. Parce qu'il y a des interactions de tout avec tout. Et on n'en sortira pas. Et les grandes entreprises de pharmacie que je connais bien, et mes copains qui travaillaient là-dedans, m'ont dit, on a acheté des beaux systèmes à réaction, on faisait 10 000 variantes des médicaments de base pour choisir, pour diminuer les effets secondaires. Et bien on faisait comme augmenter. Et tant qu'on n'a pas découvert qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait déjà prendre un médicament qui était pris dans ce qui est déjà du vivant, ce qui fait déjà un ensemble plus petit, un peu plus petit, mais c'est plus compliqué à gérer, eh bien on a augmenté à toute vitesse le nombre des effets secondaires.
Effet secondaire que nous avons tous maintenant, parce que nous avons tous été soignés par des petits trucs qui avaient aussi des effets long terme dont on est en train de découvrir, parce qu'on ne peut pas découvrir tout de suite les effets secondaires qui sont à long terme. Bon. Donc nous sommes en face d'un mur, et toutes les firmes pharmaceutiques, maintenant, elles arrêtent de faire leurs petites recherches dans leur petit coin, et elles espèrent que le monde qui est autour des universitaires vont sortir des choses, et ils vont choisir soigneusement les gens qui ont pris des choses dans le monde des vivants, et puis ils vont essayer sur une mobilité, voir si c'est pas trop difficile à faire, etc. Donc nous sommes enfin, dans l'industrie pharmaceutique, en face de la complexité. Mais nous n'en sortirons pas. Nous n'en sortirons pas parce que le nombre de protéines qui sont en cause, le nombre de systèmes asservis qui sont en cause, le nombre, etc., est suffisamment élevé pour que leur combinatoire, puisqu'il s'agit d'une combinatoire, soit tel qu'on ne pourra jamais explorer. Donc il faut être bien conscient que ne rêvez pas qu'on va continuer, maintenant qu'on a épuisé les grandes maladies de base, qu'on va continuer à gagner comme ça indéfiniment. On est en face d'un mur qui se dresse devant nous de plus en plus élevé. Voilà, premier élément. Deuxième élément, est-ce que oui ou non, les gens qui font de la recherche vont se décider à admettre qu'il y a une finalité dans la composition du vivant? S'ils n'admettent pas qu'il y a une finalité dans la composition du vivant, ils vont continuer à faire une attaque bottom-up, c'est-à-dire à partir de la recherche dans le bas. Alors ça remplit les mondes de thèse, de machin, ça c'est superbe, mais ça n'arrivera pas à arriver à la fonctionnalité, alors qu'ils voudraient mieux partir d'en haut. Et donc en particulier, ils passeront leur temps à dire que non, que Darwin c'est génial, alors que Darwin c'est stupide, c'est franchement stupide, c'est tout simplement stupide. Parce que, bien entendu, vous savez bien ce qui s'est passé chez Darwin, c'est qu'il était dans le comté où était inventé le Horsewood, donc c'est le premier endroit où on a fait des listes de vaches et de chevaux, c'est surtout des chevaux, et après c'est des petits chiens pour les dames, et donc il y a eu 3 Horsewood fabriqués, et bien entendu dans un Horsewood, si vous travaillez avec ce qui est en amont de façon intelligente, vous finalisez le Darwin, et alors là ça marche. Ben oui, comme vous savez où vous voulez aller, vous avez un petit chien, vous voulez un chien plus petit. Vous savez où vous voulez aller, donc vous allez sélectionner. Et vous avez enlevé les trucs qui ne marchent pas. La fameuse lutte pour la vie, c'est vous qui l'avez faite, hein, le truc. Et donc ça marche. Et donc il a cru, lui, que ça allait marcher tout seul. Et maintenant, ça ne marche pas tout seul, parce qu'il y a une complexité en face. Donc, voilà. Alors, donc nous allons tomber dans le problème qui me semble le problème majeur dans lequel nous allons être en face, c'est le problème de la sagesse de la suite. La sagesse de la suite, au niveau scientifique, c'est dire, est-ce que je vais m'intéresser aux problèmes les plus fondamentaux et laisser les gens, et c'est pas à coup de milliards de dollars, c'est pas à coup de cernage net, c'est pas ça, c'est vraiment essayer de voir, est-ce qu'on peut commencer à imaginer quel que serait un monde qui est complètement intriqué, moyennement intriqué, où est-ce que se fait l'intrication, etc. Donc le vrai problème, hein, où est cette matière grise, etc. Au lieu d'envoyer des hommes sur la Lune, d'imaginer que la vie est née sur Mars, alors que manifestement, tant qu'on n'a pas compris que c'est un truc finalisé, est-ce que vraiment Mars est un lieu où la finalisation est intéressante? Parce que si ça doit aller vers la vie, le tour de ce qui prépare la vie doit être là. Hein? Ou alors c'est qu'effectivement Dieu travaille au hasard. Or justement c'est le contraire de ce qu'on vient de voir. Hein? Voilà, donc nous sommes dans cet état-là et je vous demande de me poser des questions si j'ai été trop complexe dans mon approche scientifique. Merci. Une fois de plus, on est confondu devant tout ce que nous venons d'entendre, la richesse de ce que vous avez déversé, et dont peut-être une des qualités essentielles, c'est de nous réveiller. Nous avons toujours tendance à peu nous endormir sur des simplifications, sur des vérités acquises, on l'espère une fois pour toutes, même dans le meilleur des sens. Et puis voilà, vous nous réveillez. Et le pont que vous faites entre les sciences les plus fines, les plus subtiles, et puis notre foi. Hein. Vous avez parlé de quantique, c'est presque le quantique des quantiques. Hein.
Bon, nous avons quelques instants, pas trop longtemps, pour poser des questions à M. Perrier. Également, s'il restait tel ou tel problème, interrogation sur les communications de ce matin. Alors, madame. Cette conférence est tout à fait nouvelle pour moi. J'aurais hâte de diffuser à mes amis le texte de cette conférence. Est-ce qu'elle est accessible sur Internet? Non. C'est purement... Il n'y a pas d'écrit. Des livres. Bernard, est-ce que non, mais... elle est enregistrée? Oui, oui. Dans 6 mois sur Internet. Bravo. Donc elle existera, vous pouvez la consulter. J'avais fait il y a quelques années, mais c'est déjà il y a, je sais pas combien, 14 ans, un petit livre qui s'appelle, je sais plus comment, Lettre à un ami sur la science, je sais plus comment, et ça, vous pouvez encore le trouver, ça doit être aux éditions des Iris, et j'avais exprimé déjà l'état mais c'était dans l'état de la science il y a une quinzaine d'années, et elle a vraiment progressé, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les problèmes durs. Et puis il y a les livres, mais il y a aussi les conférences vivantes que nous venons d'entendre avec les exemples très proches, simples que vous avez cités. Autre question? Donc même ça peut porter sur ce matin. C'était pendant le site de... Je voulais vous demander si vous avez terminé par être guidé par la sagesse chrétienne. Peut-être pourriez-vous préciser les orientations qui vous paraissent souhaitables maintenant en matière de recherche scientifique. Bon, alors, je donne un exemple. Dans une des académies où je suis, on a un groupe de... Il n'y a pas l'Académie des sciences, mais bon, dans une autre académie, on a un groupe d'éthique. Et on se pose la question suivante, comment on pourrait éviter que le monde robotisé, par exemple, soit un monde qui soit inhumain. Et ça nécessite des clauses de réception des robots. C'est-à-dire qu'il faudrait que les robots passent un certain nombre d'éléments de vérification. C'est ce qu'on fait faire à vos avions, ça vous permet de voler en avion. C'est ce qu'on fait faire aux voitures, ça vous permet de rouler en voiture. Donc ça c'est pour le futur, mais il y a à mon avis la même chose à faire sur les parties d'éducation. Il faut qu'on y arrive aussi pour démonter des systèmes fous qui détruisent nos enfants. Donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup de sagesse chrétienne qui s'est perdue là, dans la mise à l'écart des chrétiens sur les 30 dernières années. Hein. Et puis, bon voilà, c'est ça, hein, il y a ça. Alors l'autre chose, c'est de savoir est-ce qu'on peut orienter... moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour orienter des recherches comme ça tout azimut, parce que de toute façon ça sera arrosé. Hein. Et puis pas forcément par les occidentaux, parce que maintenant le nombre de chercheurs non occidentaux est devenu très important, ils publient, malheureusement beaucoup en anglais, mais enfin quand même aussi un peu en français. Et donc là, il faudrait trouver aussi au moins en France une façon pour que la réflexion libre, de la même façon que nous avons fait un progrès récent dans la réflexion libre sur le problème politique. Hein. Ces quelques dernières années, il y a eu un peu d'ouverture sur ce problème en France. Il faudrait qu'on ait une ouverture analogue qui se passe dans le monde scientifique. Et ça décloisonnerait des choses et ça décloisonnerait beaucoup de choses au point de vue éthique. Hein, c'est-à-dire au point de vue éthique, dans la mesure où peut être enfin présent un respect de l'homme très fort, on peut à partir de ce respect de l'homme très fort faire des limitations de ce qui est fou, ce qu'on ne peut pas faire dans un système où plus c'est interdit, mieux c'est. Quelque part, on a connu un peu cette zone folle, donc ça c'est catastrophique pour une société. Oui, en physique, quel est votre avis à propos de la théorie des cordes? Écoutez, la théorie des cordes est en impasse actuellement. Il faut que vous sachiez qu'elle est en impasse pour deux raisons.
La première, c'est que les premières formes de théorie des cordes... Qu'est-ce que c'est? Alors, la théorie des cordes, si vous voulez, ça fait partie de ce qu'on appelle l'équation du tout. C'est-à-dire, si je prends les équations d'Einstein, si je prends les équations du magnétisme, etc., et puis un certain nombre d'équations comme ça de base de la mécanique classique, et que j'essaye que toutes soient regroupées dans une seule équation qu'on appelle l'équation du tout. Et si c'est ça, je devrais pouvoir avoir dans cette équation toutes les composantes qui se dériveraient, si vous voulez, à partir de cette équation, qui se dériveraient pour m'attaquer à différents problèmes, en mettant en évidence l'élément prépondérant qui fait qu'on ferait une équation dérivée. Si vous avez, par exemple, dans ma spécialité qui est la mécanique, vous avez une équation qui est quantique à l'origine, comme vous avez la QCD pour la chimie, là vous avez une équation de base qui est quantique, ensuite vous avez une équation qui est une équation de rencontre de particules, en fait vous avez une équation de moyennée, et vous arrivez aux équations de Navier-Stokes, qui sont les équations de base des fluides et des solides. Donc il y a 3 niveaux. Hein. Donc dans ce schéma-là, on pourrait essayer d'imaginer un truc en amont qui serait l'équation du tout. En fait, les gens qui ont fait les premières équations du tout, donc sont allés avec des systèmes avec beaucoup de dimensions, vous avez forcément beaucoup de dimensions, et ils ont trouvé des cordes, ce qui vous rappelle des choses qui existent dans l'astronomie, hein, je vous ai parlé de ces alignements qui vont apparaître, et qui sont un élément qu'on trouve dans toutes les équations légèrement non linéaires. On trouve comme ça un ensemble d'éléments qui sont une dimension, deux dimensions, trois dimensions, etc. en croissant. Donc c'est une espèce de valeur propre, si vous voulez, de ces complications. Et là, il y a une erreur. Hein, cette erreur mathématique qu'on a trouvée. Donc là, elle est morte. Mais vous ne savez peut-être pas que dans la théorie quantique, il y a ce qu'on appelle une étape de normalisation. C'est-à-dire un endroit où on fait un quotient de l'infini sur l'infini. Et là, on décide que pour que ça marche, on choisit une valeur. Celle où ça marche. Ça s'appelle... Le terme consacré, ça s'appelle renormaliser. On rend normal l'équation. Mais en fait, l'équation de base ne marche pas. Hein, elle n'est pas convergente. Ça c'est sûr, elle n'est pas convergente. Donc on la renormalise. Donc en ce moment, il y a un effort pour renormaliser, et on n'est pas arrivé. Alors, on peut renormaliser avec excès, ça s'appelle les théories du bootstrap, c'est-à-dire je relie les choses, ça veut dire le lacet, hein, quand vous lacez votre chaussure, je prends les équations, puis je les relie ensemble par une espèce de pont. Ça marche presque, mais alors là c'est vraiment un doc, hein, c'est vraiment le lacet, il est vraiment fait pour le truc, donc on n'y croit plus beaucoup. Hein, on n'y croit plus beaucoup. La réalité, c'est qu'on n'y croit plus beaucoup, mais on peut quand même dériver des raisonnements qui ont été un peu à la base de ce qui n'a pas marché dans la théorie des cordes.